Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Michel Simès, mardi prochain, le 30, France 2 diffusera à 22h45 dans le cadre de la soirée Infrarouge, Hippocrate aux Enfers, adaptation de votre best-seller du même nom. Vous y racontez les expérimentations médicales menées par des médecins dans les camps de concentration. Et j'insiste sur le mot médecin car c'est justement cela qui vous a fracassé. Expliquez le sens du titre. Hippocrate aux Enfers, le serment d'Hippocrate, c'est le serment que prêtent tous les médecins quand ils ont fini leurs études et dans lequel on doit expliquer qu'on on prête un serment de rendre service, de sauver de soigner. des vies, de soigner, etc. Donc finalement, c'est le serment qui fera que vous serez médecin pour aider les gens. Et Hippocrate aux Enfers, bien évidemment, c'est le fait que tous ces médecins qui ont pratiqué les expériences médicales dans les camps de concentration ont prêté le même serment que moi et font pas le même métier, n'ont pas fait le même métier puisque au lieu de faire du bien, ils ont fait du mal. Et donc c'est une descente aux enfers de la part de ces médecins, d'où le titre. Et c'est ce qui m'a donné envie effectivement d'écrire, parce que je me posais des questions moi en tant que médecin. Enfin, j'exerce comme tous mes confrères en France et dans le monde même. Et je me disais, moi j'ai épousé ce métier pour faire un métier pour sauver des vies, pour aider les gens, pour les guérir. Et ces médecins qui ont prêté le même serment que moi, ils ont fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont fait souffrir des gens, même s'ils avaient leur raison et leur idéologie, ils ont fait l'inverse de ce pourquoi on fait ce métier. La descente aux enfers, c'est au sens figuré, au sens propre, puisque vous y êtes allé, vos deux grands-pères, histoire familiale, sont morts à Auschwitz, il vous a fallu des années avant de réussir à franchir les portes du camp. Pour quelle raison ? Parce que c'est un voyage difficile. Moi, j'ai fait ce voyage de mémoire pour mes deux grands-pères. J'avais un moment dans ma vie, j'ai eu envie d'y aller. J'y suis allé tout seul. Vous avez la quarantaine. J'avais une quarantaine d'années. J'y suis allé tout seul. Et puis, ce voyage a été un voyage, comme pour tous ceux qui y vont, très lourd. Vous vous promenez avec 1 million de fantômes au-dessus de la tête. Moi, ça m'a vraiment bouleversé. Et puis je me suis retrouvé devant le bloc numéro 10, qui est un bloc... J'allais vous en parler, parce que là, avec les caméras, vous le racontez pour la première fois. Ouais. Normalement, ce bloc, les portes fermées, et là, ils les ont ouvertes pour vous, pour le documentaire. Ouais. Racontez ce qu'était le bloc 10. Le bloc 10 est le bloc médical dans lequel Mengele, Klauberg, un certain nombre de médecins ont pratiqué les expériences médicales. Et effectivement, ce bloc est fermé au public. À l'époque où j'y étais, il y avait des planches même. On ne pouvait pas y rentrer pour une raison simple, c'est qu'il n'y a rien dedans. Tout est vide. Et en même temps, c'est là que ça s'est passé. Et c'est là, devant le bloc 10, quand j'ai fait mon premier voyage à Auschwitz, que le médecin a pris la place du petit-fils de déporté et je me suis mis devant ce bloc et j'entendais les cris, les pleurs des gens à l'intérieur. Et je me suis posé la question en me disant, mais comment des mecs ont pu faire ça ? Comment des médecins ont pu faire ça ? Je vais vous faire entendre un témoignage qui est très fort, qu'on entend dans le documentaire. Elle s'appelle Irène Garon, c'est une rescapée des expérimentations d'Auschwitz. Elle était la victime du Dr Glauber dont vous parlez, qui tentait, parce que c'était des vrais médecins, s'il tentait qu'on puisse accoler l'adjectif vrai, médecins, c'était des praticiens qui tentaient de mettre au point une méthode de stérilisation par injection de produits dans l'utérus. Récit. On m'a mis dans une pièce noire et on m'a sanglé les mains et les pieds et on m'a injecté quelque chose qui, tout doucement, ça brûlait. Il fallait pas bouger parce que sans ça, il pouvait perforer quelque chose et c'était la mort. Et il disait en allemand à un autre, parce qu'ils étaient deux, que fais attention, ça va faire comme l'autre. Qu'elle va être perforée. Alors j'avais tellement mal, ça a brûlé et j'ai pas bougé, alors je me suis retenue et je me suis mordu le pouce jusqu'à l'os. Comment vous avez dosé les témoignages et la dureté des témoignages ? Oui, alors le but de ce documentaire, c'est que les gens le regardent. Si on avait mis pendant 80 minutes 1 heure d'images atroces, tout le monde aurait éteint sa télé. Or, je veux que les gens viennent, allument leur télé, restent devant jusqu'à la fin. Et donc nous avons, avec Claire Feinstein, co-auteur, et puis Jean-Pierre de Villers, qui est le réalisateur, privilégié la narration, l'esthétisme, parce que je sais que vous l'avez vu, vous savez on projette des images sur les murs des camps dans lesquels nous avons tourné. C'est très très beau, ça fait une mise en perspective. Voilà, et puis et surtout ça rend regardable un thème qui pourrait ne pas l'être. Et nous avons
privilégier l'esthétisme. La musique est très importante aussi dans ce documentaire. Musique originale jouée par Renaud Capuçon et son Jouée quatuor. par Renaud Capuçon et son quatuor, une musique absolument incroyable. Et nous avons vraiment privilégié ça. C'est-à-dire qu'on sort du documentaire, enfin vous l'avez vu tous les deux, je ne sais pas si c'est ce que vous avez ressenti, mais en ayant appris des choses. C'est pas quelque chose de facile à voir, mais en même temps, c'est regardable et on n'a pas montré ce qu'il n'était pas. Mais on le devine. J'ai appris quelque chose, vous parlez d'apprendre des choses, j'ai appris quelque chose grâce à ce documentaire. La manière dont les Américains ont récupéré des médecins nazis, des scientifiques nazis. On savait von Braun qui a aidé la conquête spatiale américaine et qui avait créé les V2. Mais les médecins nazis ont également été accueillis aux États-Unis. Ce projet avait un nom. Paperclip, ouais, c'est le cynisme de l'après-guerre. Pas que les Américains, les Russes Ils se battaient pour avoir les meilleurs médecins. Pour avoir les meilleurs médecins. Mais ce qui prouve une chose, c'est que finalement, c'était les meilleurs scientifiques en général, ils se battaient pour les avoir. Mais ce qui prouve une chose, c'est que ces médecins, contrairement à ce que moi j'imaginais quand j'ai commencé ce travail, n'étaient pas des dingues, n'étaient pas des mauvais médecins. C'était pas des types qui voulaient prouver au monde médical allemand qu'ils auraient mérité le titre de professeur. C'était des bons médecins. Je vais raconter, ils faisaient des expériences où ils mettaient des gens dans le froid en habits d'aviateurs pour justement faire que leurs aviateurs soient le plus résistants possible. Exactement. Des expériences en basse pression, des expériences de noyade, de froid. Parce que le but était de sauver l'armée allemande au début. Les médecins se disaient comment, notamment il y avait des grosses expériences pour la médecine aérospatiale, comment on va pouvoir sauver les aviateurs qui sont abattus et qui tombent dans la mer du Nord, non seulement pour éviter qu'ils meurent de froid, mais aussi pour qu'ils puissent se réhydrater, parce que quand vous tombez dans la mer, vous avez beau avoir un gilet de sauvetage, il faut bien vous hydrater si vous restez plusieurs heures, voire plusieurs jours avant qu'on vienne vous récupérer. Et donc ils avaient fait aussi des expériences sur l'eau, en faisant boire de l'eau de mer à des déportés jusqu'à ce qu'ils meurent. On voit des images du procès de Nuremberg où on voit certains médecins nazis qui étaient passés en jugement, qui plaidaient non coupables de bonne foi. Parce qu'ils obéissaient, parce qu'ils se sont et puis ils se sont mis derrière le fait que le serment d'Hippocrate, dont on parle beaucoup dans le documentaire, est un serment qui était obsolète, qui avait été fait par Hippocrate des siècles avant, et puis qu'ils obéissaient à des ordres. Il y a Karl Brandt, Karl Gebhardt. Karl Brandt, c'était le médecin d'Hitler. Tous ces gens-là disaient oui, mais nous étions en guerre et on obéissait à des ordres, donc ils s'estimaient niche. Des ordres. Ils obéissaient à une idéologie monstrueuse. Voilà, c'était ça, c'était non coupable. Ouais. Vers la fin du documentaire, Michel Simès vous interrogez, je vous cite, « La question me hante depuis des années. Ma pratique médicale a-t-elle été nourrie du sang de ces malheureux? Ces expérimentations ont-elles, ne serait-ce qu'un tant soit peu, fait avancer la science? Ce sont des questions tragiques, ce sont des bonnes questions, je vous les pose. » Et c'était mon angoisse au départ. Et alors, je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, moi, praticien, je travaille pas avec des instruments qui ont été inventés par ces mecs-là dans les camps de concentration ou des techniques? Eh bien non, ça n'a servi à rien. Et cette question, on me l'a posée des dizaines de fois et c'est ce qui a déclenché aussi mon envie de travailler là-dessus. On m'a dit, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais est-ce que ça a fait avancer la médecine? Eh ben non, ça n'a rien fait avancer du tout. La seule chose dont on se demande, si on se pose la question de savoir si les gilets anti-G, combinaisons anti-G seraient pas venus de ces expériences, mais en fait, il semblerait que non. Dans une interview, vous estimez que ce documentaire est une injection de rappel. Très belle formule. Ça sera le 30 dans le cadre de la soirée infrarouge présentée par Marie Drucker. Il y aura également un débat. Europe 1.